Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver pour terminer avec vous ma lecture de Molly Flanders de Daniel Defoe. Pendant ma lecture, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN sur Twitter ou sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Avant d'entamer ma lecture, je tenais à remercier Pavol et Antoine qui m'accompagnent ce soir et Camille Koenig. Voilà, je reprends donc ma lecture et je vous souhaite une excellente soirée en ma compagnie. J'en étais là. Elle mit longtemps à me promettre cette partie-là, mais plutôt que de ne pas attendre le grand secret, elle jura de s'y accorder. Et après beaucoup d'autres préliminaires, je commençai et lui dis toute l'histoire. D'abord, je lui dis combien elle était étroitement mêlée à la malheureuse rupture qui s'était faite entre son fils et moi, pour m'avoir raconté sa propre histoire et m'avoir dit le nom qu'elle portait à Londres. Et que la surprise où elle avait vu que j'étais m'avait saisie à cette occasion. Puis, je lui dis ma propre histoire et mon nom, et l'assurai par tels autres signes qu'elle ne pouvait méconnaître que je n'étais point d'autre, ni plus ou moins, que sa propre enfant. Sa fille, née de son corps dans la prison de Newgate, la même qu'il avait sauvée de la potence parce qu'elle était dans son sein et qu'elle avait laissée en telle et telle main lorsqu'elle avait été déportée. Il est impossible d'exprimer l'étonnement où elle fut. Elle ne fut pas encline à croire l'histoire ou à soutenir des détails. Car immédiatement, elle prévit la confusion qui devait s'ensuivre dans toute la famille. Mais tout concordait si exactement avec les histoires qu'elle m'avait dites elle-même, et que si elle ne m'avait pas eu dites, elle eût été peut-être bien aise de nier. Qu'elle se trouva la bouche fermée et ne put rien faire que me jeter ses bras autour du cou, et m'embrasser, et pleurer très ardemment sur moi, sans dire une seule parole pendant un très long temps. Enfin, elle éclata. « Malheureuse enfant, dit-elle, quelle misérable chance a pu t'emmener jusqu'ici, et encore dans les bras de mon fils. Terrible fille, dit-elle, mais nous sommes tous perdus, mariés à ton propre frère. 3 enfants et 2 vivants, tous de la même chair et du même sang. Mon fils et ma fille ayant couché ensemble comme mari et femme, tout est confusion et folie. Misérable famille, qu'allons-nous devenir? Que faut-il dire? Que faut-il faire? » Et ainsi, elle se lamenta longtemps, et je n'avais point le pouvoir de parler. Et si je l'avais eu, je n'aurais su quoi dire, car chaque parole me blessait jusqu'à l'âme. Dans cette sorte de stupeur, nous nous séparâmes pour la première fois, quoique ma mère fût plus surprise que je ne l'étais, parce que la chose était plus nouvelle pour elle que pour moi. Toutefois, elle promit encore qu'elle n'en dirait rien, qu'elle ne dirait rien à son fils, jusqu'à que nous en eussions causé de nouveau. Il ne se passa longtemps, comme vous pouvez bien penser, que nous eûmes une seconde conférence sur le même sujet, où, semblant feindre d'oublier son histoire qu'elle m'avait dite, ou s'opposer que j'avais oublié quelques-uns des détails, elle se prit à les raconter avec des changements et des omissions. Mais je lui rafraîchis la mémoire sur beaucoup de points que je pensais qu'elle avait oubliés. Puis, j'emmenai le reste de l'histoire de façon si opportune qu'il lui fut impossible de s'en dégager. Et alors qu'elle retomba dans ses rhapsodies et ses exclamations sur la dureté de ses malheurs, quand tout cela fut un peu dissipé, nous entrâmes en débat serré sur ce qu'il convenait de faire d'abord avant de rien expliquer à mon mari. Mais à quel propos pouvaient être toutes nos consultations? Aucune de nous ne pouvait voir d'issue à notre anxiété, ou comment il pouvait être sage de lui dévoiler une pareille tragédie. Il était impossible de juger ou de deviner l'humeur dont il recevait le secret, ni les mesures qu'il prendrait, et s'il venait à avoir assez peu le gouvernement de soi-même pour le rendre public. Il était facile de prévoir que ce serait la ruine de la famille, et de la famille entière. Et si enfin il saisissait l'avantage que la loi lui donnerait, il me répudierait peut-être avec dédain, et me laisserait à lui faire procès pour la pauvre dot que je lui avais apportée, et peut-être la dépenser en frais de justice
pour être mendiante en fin de compte. Et ainsi le verrai-je peut-être au bout de peu de mois dans les bras d'une autre femme, tandis que je serais moi-même la plus malheureuse créature du monde. Ma mère était aussi sensible à tout ceci que moi. Et en somme, nous ne savions que faire. Après quelque temps, nous en vîmes à de plus sobres résolutions. Mais ce fut alors aussi avec ce malheur que l'opinion de ma mère et la mienne différaient entièrement l'une de l'autre. Étant contradictoires, car l'opinion de ma mère était que je devais l'enterrer, enterrer l'affaire profondément et continuer à vivre avec lui comme mon mari, jusqu'à ce que quelque autre événement rendît la découverte plus aisée. Et que cependant, elle s'efforcerait de nous réconcilier et de restaurer notre confort mutuel et la paix du foyer. Que nous pourrions coucher ensemble comme par le passé, et ainsi que toute l'affaire demeura un secret ainsi impénétrable que la mort. Car mon enfant, dit-elle, nous sommes perdus toutes deux, s'il vient au jour. Pour m'encourager à ceci, elle promit de rendre ma condition aisée et de me laisser à sa mort tout ce qu'elle pourrait, en part, réservée et séparée de mon mari, de sorte que si la chose venait à être connue plus tard, je serais en mesure de me tenir sur mes pieds et de me faire rendre justice par lui. Cette proposition ne s'accordait point avec mon jugement, quoiqu'elle fût belle et tendre de la part de ma mère. Mais mes idées couraient sur une toute autre route. Quant à garder la chose enserrée de nos cœurs et à laisser tout en l'état, je lui dis que c'était impossible, et je lui demandai comment elle pouvait penser que je pourrais supporter l'idée de continuer à vivre avec mon propre frère. En second lieu, je lui dis que ce n'était que parce qu'elle était en vie et qu'il y avait quelque support à la découverte et que tant qu'elle me reconnaîtrait pour sa fille, avec raison d'en être persuadée, personne d'autre n'en douterait. Mais que si elle mourait avant la découverte, on me prendrait pour une créature impudente qui avait forgé ce mensonge afin d'abandonner son mari, ou on me considérerait comme folle et agarrée. Alors je lui dis comment il m'avait menacé déjà de m'enfermer dans une maison de fou et dans quelle inquiétude j'avais été là-dessus, et comment c'était la raison qui m'avait poussée à tout lui découvrir. Et enfin, je lui dis qu'après les plus sérieuses réflexions possibles, j'en étais venue à cette résolution, que j'espérais qu'il lui plairait, et n'était point extrême, qu'elle usât de son influence sur son fils, pour m'obtenir le congé de partir pour l'Angleterre, comme je l'avais demandé, et de me munir d'une suffisante somme d'argent, soit en marchandises que j'emporterais, soit en billets de change, tout en lui suggérant qu'il pouvait trouver bon entend voulu de venir me rejoindre. Que lorsque je serais partie, elle alors, de sang-froid, lui découvrirait graduellement le cas, suivant qu'elle serait guidée par sa discrétion, de façon qu'il ne fût pas surpris à l'excès et ne se répandit pas en passion et en extravagance, et qu'elle aurait soin de l'empêcher de prendre de l'aversion pour les enfants ou les maltraiter, ou de se remarier, à moins qu'il eût la certitude que je fusse morte. C'était là mon dessein, et mes raisons étaient bonnes. Je lui étais véritablement aliénée par toutes ces choses. En vérité, je le haïssais mortellement comme mari. Il était impossible de m'ôtoyer l'aversion fixe que j'avais conçue. En même temps, cette vie illégale et incestueuse, jointe à l'aversion, me rendait la cohabitation avec lui la chose la plus répugnante au monde. Et je crois vraiment que j'en étais venue au point que j'eusse autant aimé à embrasser un chien que de le laisser s'approcher de moi. Pour quelle raison je ne pouvais souffrir la pensée d'entrer dans les mêmes draps que lui. Je ne puis dire qu'il était bien de ma part d'aller si loin, tandis que je me décidais point à lui découvrir le secret. Mais je raconte ce qui était, non pas ce qui aurait dû ou qui n'aurait pas dû être. Dans ces opinions, directement opposées, ma mère et moi, nous continuâmes longtemps, et il fut impossible de réconcilier nos jugements. Nous eûmes beaucoup de disputes là-dessus, mais aucune de nous ne voulait céder ni ne pouvait convaincre l'autre. J'insistais sur mon aversion à vivre en état de mariage avec mon propre frère, et elle insistait sur ce qu'il était impossible, de l'emmener à consentir à mon départ pour l'Angleterre.
Et dans cette incertitude, nous continuâmes notre différend, ne s'élevant pas jusqu'à la querelle ou rien d'analogue. Mais nous n'étions pas capables de décider ce qu'il fallait faire pour réparer cette terrible brèche. Enfin, je me résolus à un parti désespéré, et je dis à ma mère que ma résolution était, en somme, que je lui dirais tout moi-même. Ma mère fut épouvantée à la seule idée de mon dessein. Mais je la priai de se rassurer, lui dis que je le ferais peu à peu et doucement, avec tout l'art et la bonne humeur dont j'étais maîtresse, et que je choisirais aussi le moment du mieux que je pourrais pour prendre mon mari également dans sa bonne humeur. Je lui dis que je ne doutais point que si je pouvais avoir assez d'hypocrisie pour feindre plus d'affection pour lui que j'en avais réellement, je réussirais dans tout mon dessein et que nous nous séparions par consentement et de bon gré, car je pouvais l'aimer assez bien comme frère, quoique non pas comme mari. Et pendant tout ce temps, il assiégeait ma mère, afin de découvrir, si possible, ce que signifiait l'affreuse expression dont je m'étais servie. Comme il disait, quand je lui avais crié que je n'étais pas sa femme devant la loi, ni mes enfants n'étaient les siens devant la loi. Ma mère lui fit prendre patience, lui dit qu'elle ne pouvait tirer de moi nulle explication, mais qu'elle voyait que j'étais fort troublée par une chose qu'elle espérait bien me faire dire un jour. Et cependant, lui recommanda sérieusement de me traiter avec plus de tendresse et de me regagner par la douceur qu'il avait eue auparavant. Lui dit qu'il m'avait terrifiée et plongée dans l'horreur par ses menaces de m'enfermer dans une maison de fous. Il lui conseilla de ne jamais pousser une femme au désespoir, quelque raison qu'il y eût. Il lui promit d'adoucir sa conduite et la pria de m'assurer qu'il m'aimait plus que jamais et qu'il m'entretenait point de dessein tel que m'envoyer dans une maison de fous. Quoi qu'il eût pu dire pendant sa colère, il pria aussi ma mère d'user pour moi des mêmes persuasions afin que nous puissions vivre ensemble comme autrefois. Je sentis aussitôt les efforts de ces traités. La conduite de mon mari s'altéra sur le champ et ce fut tout un autre homme pour moi. Rien ne saurait être plus tendre et plus obligeant qu'il ne l'était envers moi, à toute occasion, et je ne pouvais faire moins que d'y penser quelque retour, ce que je faisais du mieux que je pouvais. Mais au fort, de façon maladroite, car rien ne m'était plus effrayant que ces caresses et l'appréhension de devenir de nouveau grosse, de lui était près de me jeter dans des accès. Et voilà qui me faisait voir qu'il y avait nécessité absolue de lui révéler le tout sans délai, ce que je fis toutefois avec toute la précaution et la réserve qu'on peut s'imaginer. Il avait continué dans son changement de conduite à mon égard depuis près d'un mois. Et nous commencions à vivre d'un nouveau genre de vie l'un avec l'autre. Et si j'avais pu me satisfaire de cette position, je crois qu'elle aurait pu durer tant que nous eussions vécu ensemble. Un soir que nous étions assis et que nous causions tous deux comme une petite tonnelle, elle s'ouvrait sous un bosquet à l'entrée du jardin. Il se trouva en humeur bien gaie et agréable, et me dit quantité de choses tendres qui se rapportaient au plaisir que lui donnait notre bonne entente, et les désordres de notre rupture de jadis, et quelle satisfaction c'était pour lui que nous eussions lieu d'espérer que jamais plus il ne s'élèverait rien entre nous. Je tirai un profond soupir et lui dis qu'il n'y avait femme du monde qui pût être plus charmée que moi de la bonne entente que nous avions conservée, ou plus affligée de la voir rompre, mais que j'avais été fâchée de lui dire qu'il y avait dans notre cas une circonstance malheureuse qui me tenait de trop près au cœur et que je ne savais comment lui révéler, ce qui rendait mon rôle fort misérable et qu'il m'ôtait toute jouissance du reste. Il m'importuna de lui dire ce que c'était. Je lui répondis que je ne saurais le faire, que tant que le secret lui resterait caché, moi seule je serais malheureuse. Mais que s'il l'apprenait aussi, nous le deviendrons tous les deux. Et qu'ainsi, la chose la plus tendre que je pusse faire était de le tenir dans les ténèbres, et que c'était la seule raison qui me portait à lui tenir secret un mystère dont je pensais que la garde même amènerait tout ou tard ma destruction. Il est impossible d'exprimer la surprise que lui donnèrent ces paroles.
et la double importunité dont il usa envers moi pour obtenir une révélation. Il m'assura qu'on ne pourrait me dire tendre pour lui, ni même fidèle si je continuais à garder le secret. Je lui dis que je le pensais aussi bien, et que pourtant je ne pouvais pas me résoudre. Il revint à ce que j'avais dit autrefois et me dit qu'il espérait que ce secret n'avait aucun rapport avec les paroles que m'avait arrachées la colère, et qu'il m'avait résolu d'oublier tout cela, comme l'effet d'un esprit, prompt et excité. Je lui dis que j'eusse bien voulu voir tout oublier. Moi aussi, mais que cela ne pouvait se faire et que l'impression était trop profonde. Il me dit alors qu'il était résolu à ne différer avec moi en rien, et qu'ainsi, il ne m'importunerait plus là-dessus, et qu'il était prêt à consentir à tout ce que je dirais ou ferais, mais qu'il me suppliait seulement de convenir que, quoi que ce pût être, notre tendresse l'un pour l'autre n'en serait plus jamais troublée. C'était la chose la plus désagréable qu'il pût me dire, car vraiment je désirais qu'il continuât à m'importuner afin de m'obliger à avouer ce dont la dissimulation me semblait être la mort, de sorte que je répondis tout net que je ne pouvais plus dire que je serais heureuse de ne plus être importunée, quoique ne sachant nullement comment céder. Mais voyons, mon ami, dis-je, quelles conditions m'accorderez-vous si je vous dévoile cette affaire? Toutes les conditions du monde, dit-il, que vous pourrez en raison me demander. Eh bien, dis-je, alors permettez-moi et promettez-moi sous séing que si vous ne trouvez pas que je sois en faute, ou volontairement mêlé aux causes des malheurs qui vont suivre, vous ne me blâmerez, ni ne me maltraiterez, ni ne me ferez injure, ni ne me rendrez victime d'un événement qui n'est point survenu par ma faute. C'est, dit-il, la demande la plus raisonnable qui soit au monde, que de ne point vous blâmer pour ce qui n'est point de votre faute. Donnez-moi une plume et de l'encre, dit-il. De sorte que je courus lui chercher la plume, encre et papier, et il rédigea la condition dans les termes mêmes où je l'avais proposée, et il signa de son nom. Eh bien, dit-il, et que faut-il encore, ma chérie? Il faut encore, dis-je, que vous ne me blâmiez pas de ne point vous avoir découvert le secret avant que je le connusse. Très juste encore, dit-il, de tout mon cœur. Et il s'écrivit également cette promesse et la signa. Alors, mon ami, dis-je, je n'ai plus qu'une condition à vous imposer, et c'est que puisque personne n'y est mêlé que vous et moi, vous ne le révélez à personne au monde, excepté votre mère, et que dans toutes les mesures que vous adopterez après la découverte, puisque j'y suis mêlée comme vous, quoique aussi innocente que vous-même, vous ne nous laisserez point entraîner par la colère et n'agirez en rien à mon préjudice ou au préjudice de votre mère, sans ma connaissance et mon consentement. Ceci le surprit un peu, et il écrivit distinctement les paroles, mais les lut et les relut à plusieurs reprises avant de les signer, hésitant parfois dans sa lecture et répétant les mots. Au préjudice de ma mère, à votre préjudice, quelle peut être cette mystérieuse chose? Pourtant, enfin, il signa. Maintenant, dis-je, mon ami, je ne vous demanderai plus rien sous votre signe. Mais comme vous allez ouïr la plus inattendue et surprenante aventure qui soit jamais survenue peut-être à famille au monde, je vous supplie de me promettre que vous l'entendrez avec calme et avec la présence d'esprit qui convient à un homme de sens. Je ferai de mon mieux, dit-il, à condition que vous ne me tiendriez plus longtemps en suspense, car vous me terrifiez avec toutes ces préliminaires. Eh bien, alors, dis-je, voici. De même que je vous ai dit autrefois dans l'emportement que je n'étais pas votre femme devant la loi et que nos enfants n'étaient pas nos enfants devant la loi, de même il faut que je vous fasse savoir maintenant, en toute tranquillité et tendresse, mais avec assez d'affliction, que je suis votre propre sœur et vous mon propre frère, et que nous sommes tous deux les enfants de notre mère aujourd'hui vivante, qui est dans la maison et qui est convaincue de la vérité de ce que je dis, en une manière qui ne peut être ni niée, ni contredite. Je le vis devenir pâle, et ses yeux hagards, et je dis, souvenez-vous maintenant de votre promesse, et conservez votre présence d'esprit. Qui aurait pu en dire plus long pour vous préparer que je n'ai fait? Cependant, j'appelai un serviteur et lui fis donner un petit verre de rhum.
car il perdait connaissance. Quand il fut un peu remis, je lui dis « Cette histoire, comme vous pouvez bien penser, demande une longue explication. Ayez donc de la patience et composez votre esprit pour l'entendre jusqu'au bout, et je la ferai brève, aussi brève que possible. » Et là-dessus, je lui dis que je croyais nécessaire, au fait même, et en particulier comme ma mère était venue à me le découvrir. « Et maintenant, mon ami, dis-je, vous voyez la raison de mes capitulations, et que je n'ai pas été la cause de ce malheur, et que je ne pouvais l'être, et que je ne pouvais rien en savoir avant maintenant. J'en suis pleinement assuré, dit-il, mais c'est une horrible surprise pour moi. Toutefois, je suis un remède qui réparera tout, un remède qui mettra fin à toutes vos difficultés, sans que vous partiez pour l'Angleterre. Ce serait étrange, dis-je, comme tout le reste. Non, 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 ce sera aisé. Il y en a d'autres personnes qui gênent en tout ceci que moi-même. Il avait l'air d'être agité par quelque chose, désordre en prononçant ces paroles. Mais je n'en appréhendais rien à cet instant, croyant, comme on dit d'ordinaire, que ceux qui font de telles choses n'en parlent jamais, ou que ceux qui en parlent ne les font point. Mais la douleur n'étant pas venue à lui à son extrémité, et j'observai qu'il devenait pensif et mélancolique. Et en un mot, il me sembla que sa tête se troublait un peu. Je m'efforçai de le rappeler à ses esprits par ma conversation, en lui exposant une sorte de dessein pour notre conduite. Et parfois, il se trouvait bien et me répondait avec assez de courage. Mais le malheur pesait trop lourdement sur ses pensées. Et il alla jusqu'à attenter par 2 fois à sa propre vie. La seconde, il fut sur le point de s'étrangler. Et si sa mère n'était pas entrée dans la chambre à l'instant même, il fit mort. Mais avec l'aide d'un serviteur, elle coupa la corde et le rappela à la vie. Les choses en étaient venues maintenant à une extrémité lamentable. La pitié que je ressentais pour lui commença de raviver l'affection que j'avais eue véritablement au début. Et je m'évertuai sincèrement à combler la brèche à force de tendresse. Mais elle était devenue, somme toute, trop profonde. Elle minait tout son courage et le fit tomber dans une consomption chronique, laquelle toutefois ne lui fut point fatale. Je ne savais que faire en cette détresse, car sa vie paraissait décliner, et j'aurais peut-être pu me remarier là, à mon grand avantage, si seulement mon objet avait été de rester en ce pays. Mais je n'avais point l'âme en repos. Je soupirais après mon retour en Angleterre, et rien d'autre n'eût pu me satisfaire. Enfin, grâce à une inlassable importunité, mon mari, dont la santé paraissait décliner, se laissa persuader. Et mon dessein me poussant, je trouvai la route libre. Et par l'intercession de ma mère, j'obtins une excellente cargaison pour la rapporter en Angleterre. Quand je me séparai de mon frère, car c'est ainsi que je dois le nommer maintenant, nous convînmes qu'après que je serais arrivée, il feindrait de revoir la nouvelle que j'étais morte en Angleterre. Et qu'ainsi il pourrait se remarier quand il le voudrait. Il s'engagea à correspondre avec moi comme sa sœur, et promit de m'aider et de me soutenir tant que je vivais. Et que s'il mourait avant moi, il laisserait assez de biens pour m'entretenir sous le nom de sa sœur. Et sous quelque rapport, il fut fidèle à sa parole. Mais tout fut si étrangement mené que j'en éprouvai fort sensiblement les déceptions, comme vous serez bientôt. Je partis au mois d'août, après être resté 8 ans dans cette contrée. Et maintenant, une nouvelle scène de malheur m'attendait. Peu de femmes, peut-être, ont traversé la pareille. Et c'est ainsi que se terminent les aventures de Moll Flanders. J'espère que vous avez apprécié ce roman comme j'ai pu l'apprécier. Je vous souhaite une excellente nuit si vous vous couchez, une bonne journée si vous vous levez, et à bientôt pour d'autres romans dans Voyage au bout de la nuit.